suis ravi d'être avec vous ce soir pour parler plus particulièrement de l'aguerrissement au travers des forces morales. Il y a eu déjà quelques définitions qui ont été données sur les forces morales. Je voudrais juste en introduction, finalement, d'abord me pencher sur les facteurs qui sont constitutifs de cette force morale. On en a parlé un petit peu, on a parlé de la confiance, on a parlé de l'esprit d'équipage, on a parlé de l'engagement, on pourrait parler évidemment du sens de la mission, dans lequel finalement la cause que nous servons dans notre action, le sentiment de supériorité au bon sens du terme et l'aguerrissement, le drill, pour parler comme nos amis britanniques, en fait partie. On pourrait parler évidemment de la discipline, et puis, pour utiliser une expression de Michel de Goya qui nous parlera après, cette victoire de tous les jours, et même les plus petites, dont parlait l'amiral Vendier également tout à l'heure. Alors, on a parlé de cette vertu des temps difficiles, qu'on mesure dans l'adversité, évidemment, et pour un commandant, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à pouvoir la mesurer avant d'arriver dans cette adversité. Et je lisais récemment un livre de nos jeunes camarades qui ont été écrits par Thibault Lavergne et François-Olivier Cormand, et qui restituait l'interview d'un commandant, le commandant du Courbet, qui est Laurent Sudras, et qui disait finalement cette appréciation de cette force morale, de cette capacité à l'équipage à pouvoir affronter ses missions, c'est d'arriver à ressentir ce sentiment de sérénité, d'être prêt à tout affronter ensemble, sans avoir besoin de se le dire. Et au travers de cette phrase, qui servira un petit peu de leitmotiv dans mon propos, je voudrais vous parler, sans mauvais jeu de mots, en mode un peu poupée russe, de mes différentes expériences, à la fois comme commandant du Georges Legge, ensuite comme commandant des forces des fusiliers marins et commandos comme Alfusco, et puis de mon expérience actuellement à la DGRIS comme directeur général adjoint. Alors, première étape, 2011, je suis commandant du Georges Legge. Il se trouve que je fais la mission Jeanne d'Arc avec le Mistral, à bord duquel nous sommes. Et nous finissons la mission Jeanne d'Arc. Nous sommes aux Maldives et nous passons très rapidement de la fin de la mission Jeanne d'Arc aux Maldives pour être basculés dans l'opération Harmattan au large de la Libye. Nous sommes dans les tout premiers jours, dans la nuit du 4 au 5 juillet 2011. Nous venons de faire notre tir contre terre, il est 4 heures du matin. Tout le monde est au poste de combat et retentit l'alarme blessé à bord du bâtiment. L'alarme blessé, c'est jamais un bon signe. Et là, comme un fait exprès, mon commandant en second vient me voir et il me dit « Commandant, il faudrait que tu ailles au centre opération, ça ne va pas du tout. » J'arrive au centre opération et là, je vois, alors que tout le monde est présent, l'équipe médicale qui est penchée sur le corps inanimé de Théo, un de nos opérateurs du service artillerie, qui s'est effondré à son poste et qui tente de le ranimer. Ils n'y arriveront pas. Là, les choses vont très vite. L'annonce à l'équipage, on a parlé de la diffusion générale pour tuer les rumeurs, qui vont forcément très très vite quand tout le monde est debout à 4 heures du matin. Prévenir les autorités, pour prévenir la femme de Théo et l'informer. Et puis ensuite, le corps de Théo, on ne peut pas le garder à bord. Donc il va rejoindre le porte-avions de la task force dans laquelle nous sommes. Et nous organisons très rapidement une cérémonie plage avant, une cérémonie d'adieu à Théophile, dont le corps va passer devant la plage avant alors que nous sommes réunis depuis un hélicoptère. Et puis, comme commandant, évidemment, le premier truc auquel on pense, c'est bon, maintenant, il faut relancer la machine. Et là, j'ai mon chef du service artillerie, on est accoudé au bastingage, on regarde un petit peu l'horizon, tout le monde commençait à partir. Et c'est un vieux marin, il est passé par l'école des mousses, il a une grande expérience. On a une très grande complicité tous les deux, au bon sens du terme. Et puis il vient me voir, il me fait « Commandant, faut qu'on y retourne. » Il n'y a pas l'once d'un doute dans sa tête. Les choses sont évidentes. Et effectivement, on va y retourner le soir même, et on va continuer le tir contre terre, on va continuer nos missions à proximité des côtes libyennes pendant tout le mois de juillet avant de rentrer à Brest définitivement. Et repartir au combat, ça n'a pas été finalement le fruit du hasard, mais c'était le fruit d'une année entière à se préparer, à s'aguerrir, à chercher à se dépasser ensemble face à l'adversité du quotidien, et puis des défis qu'on a subis ou choisis. Alors si on refait le film, globalement, comme tout bon commandant, la chose que l'on cherche à faire absolument, c'est d'avoir son équipage qui soit paré à conduire la mission. On ne sait pas quand, on ne sait pas laquelle, mais qui soit paré à conduire la mission. C'est exactement la parabole du veilleur avec l'image de la mort. Tu ne connais ni l'heure ni le jour. Et donc, on saisit chaque moment, chaque opportunité
pour entraîner son équipage, le driller. Ça se passe dans des périodes qui sont prévues à cet effet, donc les mises en condition opérationnelles, la préparation opérationnelle, c'est l'entraînement. On cherche à mécaniser. La mécanisation, ce n'est pas faire des gens des robots, c'est prendre les premières bonnes décisions rapidement pour libérer du temps de cerveau qui permettront de réfléchir, de prendre du recul et puis de pouvoir avoir un temps d'avance sur l'événement que vous subissez. Ensuite, on valorise les petites victoires, toutes, et on les célèbre. Alors, ça va dans des petites ou des grandes victoires. Quand on a fait 1 mois de mission de lutte contre la piraterie dans l'océan Indien, mission qui est très bien déroulée, ça fonctionne. Mais ça marche aussi dans les petites victoires. La réussite d'un grand dépannage, d'un gros dépannage, qui permet au bateau de retrouver sa pleine disponibilité. C'était d'autant plus important que ce bâtiment, l'année précédente, avait subi de nombreuses pannes et il y avait comme une sorte de malédiction qu'il fallait lever. Et donc, il faut célébrer aussi ces petites victoires. Et donc, on passe cette année à se préparer en permanence. Et puis, à chaque fois qu'on passait ces étapes, eh bien, je suis un peu bavard, vous en rendrez vite compte. Là, je suis désolé pour le temps, mais normalement, j'essaie de le tenir. Je réunissais tout le monde plage arrière et puis je faisais un petit bilan des actions qu'on avait menées. Et puis, j'avais coutume de dire à tout le monde, bon, on n'est pas là pour enfiler les perles. Et au final, au bout d'un an, on n'a pas enfilé les perles et on a vraiment mené notre action jusqu'au bout. Et avec finalement cet engagement qui arrive devant les côtes libyennes au mois de juillet 2011, où avec tout un équipage qui a répondu présent avant la mort de Théo et encore plus après. Et ça, comme je vous disais en introduction, le sentiment finalement pour le commandant que j'étais, ce sentiment de sérénité, d'être prêt à tout affronter ensemble, sans avoir besoin de se le dire. Alors cette aptitude, telle que je vous l'ai décrite, cette capacité à faire preuve de combativité, en fait c'est une aptitude qui est entraînée. C'est une aptitude qu'on a construite, qu'on a consolidée, qui s'est affirmée avec le temps. Il n'y a pas de magie là-dedans. Et s'il y a bien un commandement que j'ai pu connaître ensuite et dans lequel j'ai vu pratiquer cette aptitude entraînée, c'est bien sûr celle des fusiliers marins et des commandos. Donc on est en 2011, j'ai un peu pris de galon, je suis contre-amiral, et on me confie le commandement de la force des fusiliers marins et commandos, donc la FORFUSCO. Alors la FORFUSCO, c'est effectivement la garantie de plonger au cœur de ce que l'on peut trouver comme exemple assez emblématique, voire exacerbé de ce qu'est l'aguerrissement. Alors première étape, je ne suis pas commando, je suis pilote. Comme ça, je vous l'ai dit, ça avait été dit dans l'introduction. Mais je ne suis pas le premier à ne pas avoir été commando et être à la tête des fusiliers marins et des commandos marines. Alors comment on se positionne, comment on arrive dans ce milieu qui n'est pas le vôtre, qui a ses propres codes, son propre mode de fonctionnement. Et là, évidemment, je me suis inspiré de mes prédécesseurs, naturellement. Et puis je me suis souvenu d'un échange que j'avais eu avec le colonel à l'époque Favier, le général Favier, quand il commandait le GIGN. Il était venu à l'école navale à la fin des années 90. Et il nous avait fait, c'était pour un séminaire de commandement. Et j'étais officier de garde et la veille au soir, j'avais dîné avec lui. Et donc il m'avait raconté comment, alors que Marignane avait eu lieu quelques mois avant, comment lui, n'étant pas issu du GIGN, étant arrivé au GIGN, avait trouvé sa place comme commandant de cette force particulière. Et donc finalement, c'était aussi des expériences extrêmement intéressantes à pouvoir appliquer. Et donc il y a cette méthode, enfin en tout cas c'est cette application des 100 jours que vous connaissez bien, même si elle est très utilisée en ce moment. Et donc l'idée c'est d'aller sur le terrain, d'aller voir les marins, d'aller voir les fusiliers marins et les commandos marines qui font la FORFUSCO au quotidien. Et c'est eux qui vous expliquent sur le terrain comment ça se passe. Et alors là, je dois dire que, alors, on ne voudrait pas, mais il y en a dans la salle, je ne suis pas du tout compétitif avec les fusiliers marins et les commandos. Et j'ai été accueilli de façon fantastique, extraordinaire, dans une logique qui est vraiment celle d'une adoption. Et j'ai pu voir vraiment le travail au quotidien de ces hommes. Et finalement, après ces 3 années, ce sentiment extraordinaire d'avoir eu l'honneur et le bonheur de commander des hommes que j'admire. Et ça, c'est un sentiment pour un commandant qui est absolument fantastique. Alors, évidemment, ces hommes ces hommes et ces femmes, il y a un petit peu de femmes dans la force des fusiliers marins et commandos, ce n'est pas la plus représentative. Il faut évidemment les commander, il faut les accompagner dans les bons et dans les moments les plus sévères. Vous avez vu en introduction le mot de l'amiral Vendier à propos de Cédric Bertoncello et d'Alain Duperpont en mai 2019, donc c'était la commémoration il y a très peu de temps. Et dans ces moments, dans ces épreuves, il faut savoir remobiliser, mobiliser, honorer nos camarades qui sont morts et relancer la machine
voire même si elle s'entretient toute seule, mais il y a cette étape à franchir et affronter l'événement. Dans cette fonction particulière, il y a quand même quelque chose qui est, et les épreuves permettent de le ressentir encore plus, qui est assez incroyable. C'est ce sentiment, en tout cas ce que l'on sent en permanence chez ces hommes, on retrouve encore le même adjectif, ce sentiment serein d'une totale confiance en eux et ce sentiment qu'ils sont prêts à tout affronter. Alors là aussi, il n'y a pas de magie. Tout ça, c'est bâti sur une sélection drastique. Je ne vous ferai pas la description du stage commando. Sur un entraînement qui est quotidien, sur une exigence quotidienne également pour atteindre le geste technique à la fois individuel et collectif. Il y a une très grande force du groupe. Quand je parle du collectif, donc, on s'entraîne groupe, on débriefe groupe, on travaille groupe, on mange groupe, on sort groupe. Il y a une cohésion incroyable. Tout ça, ça donne une confiance et un ascendant fantastique dans la préparation des opérations et qui permet justement de dépasser les difficultés. Alors 2 exemples pour l'illustrer. Un exemple français de la force des fusiliers en commando, qui est un exemple de sérénité, de maîtrise de soi. Vous allez retrouver quelques grands traits que vous avez déjà entendus. C'est Matt qui est un opérateur. Ils sont engagés contre un groupe armé dans une zone qui ne leur est pas favorable et ils sont obligés de s'approcher très très près de la menace. S'approchant très très près de la menace, ils se mettent naturellement en danger. Il y a un échange de coups de feu qui a lieu. Matt se sent touché, près du cœur, convaincu que c'est une blessure très grave. Il tombe. De façon très calme et très sereine, il riposte, il rend compte à son chef de groupe de ce qui se passe, qui peut lui-même reprendre des ordres qu'il entend dans son casque, réappliquer les feux, neutraliser la menace, dialoguer avec l'hélicoptère tireux qui est à côté pour pouvoir reprendre l'ascendant et finalement remporter ce combat. Et Matt, en fait, la balle s'est arrêtée à un demi-centimètre de sa plaque de pare-balles. Elle est extrêmement brûlante et elle est proche du cœur, ce qui explique le sentiment qu'il a d'une blessure qui peut être très grave. Et ça, il me le raconte quelques semaines après dans mon bureau. Et nous partageons cet instant tous les deux, in vivo, comme on pourrait dire, et qui est très marquante puisque c'est la transcription de tout ce qui a été préparé en amont qui est réalisé dans ce cadre-là. Deuxième exemple, un exemple britannique. Alors celui-là, il a l'avantage d'être public. C'est un livre qui s'appelle Bravo to Zero. C'est un commando des SAS pendant la guerre en Irak. Ils sont une dizaine et ils vont travailler sur l'arrière des forces irakiennes pendant la première guerre du Golfe. Je ne vous raconte pas le livre, parce que sinon on y sera encore demain. À un moment, ils sont sur une zone qui est extrêmement plate. Peu d'obstacles pour se protéger. Et ils tombent en face d'une compagnie irakienne. Le rapport, il est au moins de 1 à 10, voire plus. S'ils se lèvent et qu'ils reculent, ils sont morts. La seule solution qu'ils ont, c'est de monter à l'assaut de la compagnie irakienne. Ils se connaissent par cœur, ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils ont un devoir d'exigence les uns vis-à-vis des autres, ils ont une confiance absolue, et donc ils vont attaquer la compagnie irakienne, porter le feu, appliquer des feux avec beaucoup de discipline, ils vont donner l'impression à ceux qui sont en face, qui sont beaucoup plus nombreux, ils vont traverser la ligne irakienne et se mettre à l'abri juste derrière. Là aussi, on retrouve encore ce drill, cette mécanisation et cette confiance absolue qu'ils ont en eux, cette capacité à toujours avoir foi dans ses chances de succès, avoir foi dans son succès. Voilà. Mais cet aguerrissement que je viens de vous décrire, qui est à la fois technique, physique, mais aussi mental et moral, il a quand même pour but de dépasser tous les obstacles. Mais on a vu des exemples qui sont des exemples militaires, mais ils ne concernent pas, comme le disait l'amiral Vendier, que les militaires. Tous, vous êtes concernés aussi par ces forces morales. Alors, dans la casquette qui est la mienne aujourd'hui, où je travaille dans ce qu'on pourrait appeler la diplomatie de défense et dans la stratégie, on peut se dire, tiens, l'aguerrissement, il est assez loin quand même. Et comment va-t-il s'en sortir pour nous parler d'aguerrissement sur le contexte international? Cela dit, je pense qu'il est intéressant déjà de faire, si je vous fais un petit panorama très rapide, mais vraiment avec quelques mots-clés sur le monde d'aujourd'hui et surtout sa volatilité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un enchaînement de crises qui sont toutes et souvent cumulatives, de la guerre en Ukraine, on en a parlé tout à l'heure, jusqu'au changement climatique et ses conséquences. On voit aujourd'hui
l'affirmation de puissance décomplexée. On voit un monde qui ne pense pas comme nous. Regardez les votes des résolutions à l'ONU sur les sanctions vis-à-vis de la Russie. Vous verrez que tout le monde ne pense pas comme nous. Vous connaissez l'opposition de l'Ouest contre le reste, qui est souvent mis en avant. On revoit la remise en cause de nos architectures de sécurité. Aujourd'hui, si vous vous intéressez un peu au sujet de dissuasion, à part le traité de non-prolifération, les autres traités ont un peu tous volé en éclats en matière d'architecture de sécurité nucléaire, en particulier depuis que les Russes se sont retirés de façon anticipée du traité New START. On voit l'émergence de nouveaux équilibres. Qui aurait dit il y a un an que l'Iran et l'Arabie saoudite se seraient rapprochés sous l'égide de la Chine? On voit l'émergence de nouveaux équilibres également. On voit un flux de désinformation. Et puis je passe rapidement sur les nouvelles technologies, la transcriminalité. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui existaient avant. La grande nouveauté, c'est que ça bouge très très vite. Et en plus, elles interagissent les uns avec les autres. Donc tout ce monde est en train de changer très très vite. Et on peut considérer que rien n'est acquis ni stable, et encore moins aujourd'hui. Alors comment se préparer, comment s'aguerrir face à cela? Il y a Gérard Haro qui a écrit un petit livre sur les histoires diplomatiques qui rappelle les 3 leviers d'action qu'un État a pour mener sa politique étrangère. Enfin, ces 3 leviers d'action, qui sont 1, la peur, 2, l'intérêt, et 3, à l'époque, c'est l'honneur. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait appeler l'honneur. On pourrait plutôt parler des valeurs. La politique étrangère, finalement, elle œuvre dans tous les champs. Le champ politique, diplomatique, militaire, économique, scientifique, j'en passe. Et donc, cette politique étrangère, elle doit répondre à ces 3 enjeux: dépasser la peur, garantir les intérêts et défendre nos valeurs. Et donc, cette politique étrangère, c'est aussi un rapport de force. Et cet rapport de force, il s'appuie sur les instruments de puissance dont nous avons tous, plus ou moins, une partie dans les mains. Et chacun à nos niveaux, nous cherchons à être prêts à gagner ces rapports de force. Et l'aguerrissement nous aide à le faire. Alors, il existe dans les milieux politico-militaires, en tout cas dans les structures politico-militaires, des capacités à s'entraîner à ça. Nous parlions de l'exercice Orion. Il y a une phase de l'exercice Orion qui avait justement pour but d'entraîner les chaînes politico-militaires, mais également les chaînes interministérielles à pouvoir réagir, prendre des décisions ensemble, s'entraîner face à des cas d'un engagement de haute intensité. Donc finalement, on revient à la logique d'aguerrissement et d'entraînement. On le retrouve au niveau de l'OTAN avec les directeurs politiques ou voire les ministres pour prendre des décisions lors de wargaming et s'entraîner à prendre des décisions ensemble. L'idée est toujours la même, c'est driller des méthodes de réflexion, s'exercer, partager, apprendre à se connaître pour pouvoir mieux décider le jour où les choses agissent. Je pense que vous, dans vos structures, dans vos organisations, dans vos entreprises, vous pratiquez la même chose, vous pratiquez le même genre d'exercice. La formation à la gestion de crise, la mise en situation de vos équipes pour développer leur résistance collective, les stress tests les plus réalistes possibles pour vérifier la résilience de vos organisations, la connaissance collective et pour construire la confiance et la cohésion, sachant qu'évidemment la force collective, elle se construit dans les temps plus calmes et quand tout va bien, entre guillemets, et elle s'endurcit, elle se cristallise dans l'adversité. Bref, c'est se donner les moyens de pouvoir décider et agir dans l'incertitude pour gagner et affronter les tempêtes avec succès. Voilà. Pour conclure, aujourd'hui, un ordre est en train de se transformer. Il y en a certains qui disent même qu'il est en train de s'effondrer. Et en tout cas, on voit apparaître, mais de façon assez difficile, un nouvel ordre apparaître. Et nous savons que dans ces phases-là, ce sont les transitions qui sont les plus dangereuses. Il y a Henry Kissinger qui a fait une interview il n'y a pas très longtemps, je vous le cite, qui, si vous voulez avoir une petite phrase optimiste, « Nous devons tous admettre que nous vivons dans un monde nouveau. Car, quoi que nous fassions, cela peut mal tourner. Il n'y a pas de voie garantie. » Eh bien, aujourd'hui plus qu'hier, il va falloir se raccrocher à des repères stables, à des repères solides, individuels et collectifs. Les forces morales que nous aurons réussi à construire ensemble seront des atouts et ce seront clés pour pouvoir affronter ces tempêtes. C'est un défi commun et je suis heureux que ce soir nous puissions justement pouvoir évoquer ces forces morales et agir dans ce sens. Merci.